Sonne à la fois merveilleuse, mais un peu pour une jeune, enfin la petite fille et la jeune fille que je suis devenue après. Toi, tu étais peut-être un peu sévère, hein, ouais, un peu austère comme les gens de son époque. Hein, bon. Mais c'était une femme de devoir, une femme responsable. Et c'est ce que je retiens de Tante Gertie. Et c'était une femme responsable, mais toujours très, très occupée, ne parlant pas tellement à la maison. Et c'est pour ça que il y a des choses dont on ne parlait jamais à la maison. Euh, des choses dont on ne parlait pas. On ne parlait ni d'argent, ni des malheurs, rien n'était dit. Et j'ai mis beaucoup de temps pour comprendre certaines choses. Voilà, bon, je crois. Nous remercions Génie pour son intervention. Nous allons appeler Maître Danette afin de parler de la carrière professionnelle de Gertie. Mais il a certainement aussi un certain nombre d'anecdotes, de familles, de métiers. Il a rencontré bien des gens. L'autre jour, il nous a fait un rappel d'un centenaire qui a fêté ses 100 ans. Enfin, le barreau de Paris a fêté les 100 ans de cet avocat et qui a été aussi quelque part un guide pour droit avec Gertie. Je n'en dirai pas davantage parce que je crois que tu es le mieux placé pour parler de Gertie et de sa vie professionnelle. Merci, Madame Makaya Zénon, représentant du maire de Morne-à-l'Eau. Et mesdames et messieurs, je ne vais pas tous les citer, Madame la sénatrice, Madame la députée, Monsieur le représentant du Conseil général départemental, Monsieur, cher ami, cher confrère, président de la commission culture du Conseil régional. Et je crois qu'il faut dire les mérites de Georges Brédan, parce qu'effectivement, c'est sous son impulsion que le Conseil régional a décidé de faire de cette année l'année Gertie Archimède, l'année du 110e anniversaire de la naissance de Gertie. Et il doit en être remercié, pas pour des raisons personnelles, mais parce que la Guadeloupe doit lui être reconnaissant, et doit être reconnaissant au Conseil régional tout entier d'avoir décidé d'honorer cette année cette grande dame qu'a été Gertie Archimède. Mesdames et messieurs, chers amis mornaliens, permettez-moi aussi de vous dire que on m'a demandé ce soir de parler de la carrière d'avocate de Gertie Archimède, mais permettez-moi de dire d'abord que j'ai aussi des racines mornaliennes, et si je connais un petit peu la vie de Gertie Archimède, je dis un tout petit peu, c'est parce que ma mère, c'est Lucie Julia Manette, et elle est de la rue du Moule, l'Espérance, et c'était, disons, aussi une des petites sœurs de Gertie Archimède, que tu appelles Tantuguette, et moi j'appelle Gertie Marraine Gertie, parce que je l'ai vue, enfin, c'est plutôt elle qui m'a vu au berceau, puisque c'est elle qui a été la marraine de mon frère, même si, je l'ai dit encore hier soir, il y a eu un petit problème, puisque Gertie Archimède, du fait de sa militance communiste, a été excommuniée par les autorités de l'Église catholique et qu'il a fallu jouer d'une substitution grâce à Guy Archimède, Guy des Remparts, la sœur de Gertie, pour contourner, disons, l'opposition de l'Église catholique au baptême par Gertie Archimède de mon frère Guy Danette, qui est présent ici ce soir. Alors, j'aurais pu parler de Gertie, on m'a demandé aujourd'hui de parler de l'avocate, mais c'est plutôt de la marraine dont j'aurais pu parler ce soir. Enfin, je vais sacrifier un tout petit peu, je ne vais pas retenir longtemps l'auditoire. On a effectivement déjà largement dit que Gertie Archimède, c'était la première femme avocate. Il faut dire que les choses n'étaient pas évidentes à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup d'avocats déjà, mais il n'y avait pas surtout d'avocates. Et il n'y avait pas de faculté de droit en Guadeloupe. Il y avait une école de droit
où on pouvait préparer des certificats que l'on allait passer à la Martinique. Et donc, Gerty, après avoir obtenu son baccalauréat, tu as dit difficilement, en réalité, elle a eu des problèmes sur la première partie du baccalauréat. À l'époque, il y avait la première partie du bac, monsieur le proviseur. Il y avait la première partie du bac et ensuite il y avait la deuxième partie du bac. Elle a eu des problèmes sur la première partie du bac. Elle a donc passé la première, repassé en septembre et échoué. Le père Sainte-Croix, Justin Archimède, mettant cet échec sous, disons, sous le coup de ses adversaires politiques qui ne voulaient pas que sa fille soit avocate. Enfin, peu importe des raisons, soit bachelière. Et peu importe, en tout cas, elle a redoublé et passé le bac ultérieurement qu'elle a obtenu en 1930. Mais le père Archimède ne souhaitait pas non plus, et ce n'était pas non plus dans les traditions de l'époque qu'une femme puisse aller faire des études, et encore plus en France. Quoi qu'il en soit, Gerty travaille à la Banque de la Guadeloupe, qui était alors à l'époque un institut d'émission. Elle travaille et en même temps, elle prépare des cours de droit. Même si au départ, c'était plutôt vers la philosophie qu'elle souhaitait se diriger. Elle prépare ses cours, elle passe ses certificats successivement. Pendant 3 années successives, elle va à la Martinique pour passer le diplôme. Je rappelle qu'en Guadeloupe, il n'y avait pas d'école de droit. Et à l'issue de ces certificats, il fallait que tout cela soit validé pour qu'elle obtienne la licence en droit. Et cela, il fallait partir. Compte tenu de ce qui était arrivé à Germaine en 1932, aux abords de la Seine, effectivement, Sainte-Croix Justin Archimède s'est opposé catégoriquement à ce que Gerty aille là-bas. De sorte qu'elle a continué à travailler à la banque, mais elle a conservé toujours l'idée de devenir avocate et donc d'avoir la licence en droit. Pas être avocat sans avoir validé cette licence en droit. Et effectivement, ton arrière-grand-mère a dû intervenir auprès du sénateur Henri Béranger, qui était métropolitain, comme on disait à l'époque, mais qui était sénateur de la Guadeloupe et qui était président de la commission des affaires extérieures du Sénat. Et la grand-mère de Gerty est intervenue lors d'un passage du sénateur Henri Béranger en Guadeloupe auprès de lui pour que celui-ci convainque Sainte-Croix Justin Archimède de laisser partir sa fille pour faire sa licence en droit à la Sorbonne. Et c'est dans ces conditions qu'en 1938, Gerty part à la Sorbonne pour valider sa licence en droit et commencer effectivement un stage dans un grand cabinet d'avocats parisiens dans le 5e arrondissement et donc mettre le pied, premier pas, dans la carrière d'avocat. Ceci dit, nous sommes à la veille du déclenchement de la guerre, Deuxième Guerre mondiale, et Gerty Archimède, avec sa licence en poche, alors qu'on lui demande de prêter serment d'avocat à Paris, elle préfère rentrer en Guadeloupe pour prêter serment. Et là, contrairement par exemple à Roland Vell, qu'on a vu hier soir dans l'interview, Roland Vell, qui est un avocat, doyen des avocats du barreau de Paris qu'on vient d'honorer, qui a 100 ans, lui, qui était plus jeune que Gerty, mais qui a prêté serment la même année à Paris, alors que Gerty prête serment, elle, le 18 décembre 1939, devant la cour d'appel de Basse-Terre. Et le 20 décembre, quelques jours après, elle est admise au barreau, un barreau qui n'existait pas encore à l'époque. Il n'y avait pas de bâtonnier. C'était le président, on ne disait pas du tribunal de grande instance, le président du tribunal civil,
de Basse-Terre qui faisait office de bâtonnier des avocats, des quelques avocats qui existaient à l'époque. Et donc, c'est dans ces conditions que Gerty Archimède intègre la profession d'avocat à la fin de 1939. Et tout de suite, alors qu'elle est collaboratrice de Maître Salah, qui est un avocat avoué, elle plaide aux assises en février 1940 et obtient d'emblée, à sa première plaidoirie devant la cour d'assises, elle obtient l'acquittement de l'accusé. Et vous imaginez que performance que cela représentait pour une femme qui arrive au barreau, que tout le monde regardait avec des gros yeux, même grand-père, puisque, je ne sais pas trop, Lucie Julia, ma mère, a fait la biographie, bon, alors, elle dit, parce que vous imaginez que tout ce que je vous dis là, je ne l'ai pas vécu, mais alors, il semblerait que, apparemment, il y a un agent d'affaires, on appelait ça agent d'affaires, il n'y avait pas suffisamment d'avocats, il y avait des agents d'affaires qui représentaient les parties à certains procès. Et, il s'appelait Philogène Christine. Ça a été d'ailleurs une des figures du Parti communiste à Pointe-à-Pitre. Je ne sais pas si tu as eu le temps de le connaître. Et il a dit au père Archimède, mais non, mais ta fille va être avocate. Oui, tu devais être fier, tu devais venir voir. Alors, je ne sais pas trop si il est venu pour la prestation de serment ou pas. Je ne sais pas. Il appartient aux historiens de travailler sur ça. Lucie Julia a fait une biographie de la première partie de la vie de Gerty. Mais Lucie Julia, c'est un écrivain, c'est une écrivaine. Il appartient maintenant aux historiens, peut-être après cette année, de se mettre au travail sur les aspects publics, des aspects peut-être moins publics de la vie de Gerty, comme d'autres hommes politiques. Quoi qu'il en soit, elle obtient en 1940, février 1940, son premier acquittement devant la cour d'assises et poursuit son activité, notamment dans la défense d'un certain nombre de personnes qui étaient poursuivies parce que nous étions sous le régime de Vichy. Et non seulement elle défend des gens qui étaient poursuivis à l'époque, mais aussi elle donne des conférences, elle veut donner des conférences. Or, tout était sous le coup de la censure à l'époque. Il fallait que les textes soient visés par le gouverneur Saurin. Et on dit que le gouverneur Saurin aurait convoqué Gerty Archimède pour lui reprocher les propos qu'elle aurait tenus dans une conférence. Il ne s'agissait pas de conférence politique, mais bon, sur des sujets, sur la place de la famille dans la société nouvelle, parce que le régime de Vichy prétendait que c'était la société nouvelle. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, le gouverneur Saurin dit à Gerty Archimède, heureusement qu'il n'y a pas de quartier de femmes au Fort Napoléon, sinon je vous y aurais enfermé. Gerty donc fait cette carrière pendant la guerre. Ensuite, je n'y reviendrai pas parce que d'autres intervenants parleront de sa vie politique. On sait qu'elle est devenue conseiller général, député, etc. Je n'en parlerai pas, sauf pour vous dire que tout en étant députée, elle n'a pas oublié qu'elle était avocate. Puisque lorsque Houphouët-Boigny, lors d'une réunion du groupe communiste à la Chambre des députés, on disait à l'époque, Houphouët-Boigny lui raconte comment se passe la répression en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Alors, je rappelle que le groupe communiste à l'époque à la Chambre des députés comportait près de 160 députés. Et il était rattaché
les députés du RDA, du Rassemblement démocratique africain, parmi lesquels Léopold Sédar Senghor et Félix Houphouët-Boigny. On sait que Léopold Sédar Senghor, c'est le grand poète de la négritude que l'on connaît, avec ses airs, etc. Mais Senghor est devenu, à la suite de l'indépendance, président du Sénégal. Félix Houphouët-Boigny, lui, il est devenu président de la Côte d'Ivoire. Et donc, Félix Houphouët-Boigny, lors d'une réunion du groupe communiste, il expose la situation en Côte d'Ivoire et au Sénégal, la répression qui avait cours, et Gerty lui fait passer un petit mot, lui dit, mais tu sais, je suis meilleure avocate que députée, je me propose d'aller défendre ces gens qui sont poursuivis en Afrique. Et c'est dans ces conditions que Gerty Archimède, en 1950, s'en va plaider en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour des gens qui sont poursuivis par la répression. Alors ça, il faut le retenir. Alors, il semblerait qu'il y ait autre chose, mais de la vie privée de Gerty qui se serait passée à ce moment-là. Il ne m'appartient pas d'y revenir, même si j'ai entendu des bruits dans mon enfance. On dit que le président Houphouët-Boigny, enfin, celui qui allait devenir le président Houphouët-Boigny, aurait demandé sa main à Gerty Archimède. Alors on dit, mais c'est plus qu'on dit, hein, parce que je suis sûr que c'est vrai. et d'ailleurs, cher ami Georges, je crois que Serge Billet a enquêté là-dessus, il a trouvé des éléments. Bon, il y est actuellement là. Et bon, enfin, il lui appartient, c'est lui un journaliste, c'est lui l'historien, il va parler de cet aspect-là. Mais moi, je retiens que, en dehors de l'aspect sentimental, Gerty décide d'aller plaider, alors qu'elle est députée, d'aller plaider en Afrique. Et c'est quand même un de ses titres de gloire. On n'a pas bien connu cet aspect-là en Guadeloupe. On sait que tous les avocats de l'époque disent que Gerty a été le plus grand avocat d'assises de la Guadeloupe. Gerty n'était pas l'avocat d'affaires, pas un avocat de business, pas un avocat de droit commercial, c'était un avocat du peuple. L'avocat du peuple, comme on écrivait sur les affiches électorales de l'époque. C'était vrai, parce qu'au quotidien, elle défendait le peuple. J'ai personnellement une lettre qu'elle m'a écrite à l'époque, enfin il y a quelque temps, 40 ans maintenant. Elle disait oui, mais il y a les problèmes de libération nationale de la Guadeloupe, il y a les problèmes à l'époque de l'immigration, etc. Mais tu dois t'occuper aussi des petites affaires, des petites gens. C'était dans une lettre dans laquelle elle me disait que, bon, il y a un père qui est en Guadeloupe qui est inquiet parce que sa fille est partie en France, elle n'a pas encore accouché, mais elle va avoir une césarienne en France. Le père de l'enfant ne veut pas reconnaître l'enfant, il faut faire quelque chose avant même que l'enfant naisse, etc. Elle me dit, oui, il faut t'occuper de ça. À Paris, hein, je crois que... Bref, bon, je ferme la parenthèse. Ça veut dire que Gerty Archimède, c'était le plus grand avocat d'assises, mais elle s'occupait aussi des petites affaires, des petites gens. Et surtout, c'était ça son activité. Et Gerty n'avait pas le sou. Il faut dire les choses. Maintenant, il y a des avocats qui font de la publicité, il y a plein de choses. Il faut le bon ton de faire du business, de faire des affaires. Gerty plaidait pour les petits gens et plaidait souvent pour rien. Et on va dire que moi, alors que mon père, qui a aussi connu des difficultés dans la profession d'avocat, ne m'a jamais encouragé probablement à devenir avocat, Gerty m'a dit, oui, non, toi, tu peux l'être, il faut que tu travailles, mais il faut que tu le sois. Mais tu peux l'être, mais je te dis, moi, j'ai gagné ma vie. Viens, j'ai gagné ma vie. J'ai pas fait fortune, hein. J'ai pas fait fortune, j'ai quand même gagné ma vie.
Voilà ce qu'elle disait à des jeunes avocats qui prétendent, enfin, des gens qui voulaient devenir avocats. Et elle le disait, souvent, elle ne fermait pas la porte. Moi, j'ai aussi une autre lettre dans laquelle elle me dit, oui, cette année, nous avons accueilli en Guadeloupe un très grand nombre de stagiaires, parce qu'on les appelait comme ça à l'époque. Certains des anciens s'en plaignent, mais pas moi. Parce que j'estime qu'effectivement, il faut des avocats pour défendre le peuple, pour défendre les intérêts des justiciables. Donc voilà ce qu'a été, à mon sens, Gerty, grande avocate. Elle a plaidé à l'international. Elle était d'ailleurs dirigeante du mouvement pour la paix. Elle était aussi une des dirigeantes de l'Association internationale des juristes démocrates, en plus de son activité au quotidien. Alors, il faut rappeler qu'elle a eu aussi quelques petits démêlés avec l'Ordre des avocats de Guadeloupe, puisque pendant sa période de députée, bon, elle était bien sûr la plupart du temps en France. On lui a fait injonction tout de suite, une fois qu'elle a perdu son mandat, il faut revenir tout de suite, il faut ouvrir tout de suite, cabinet, etc. Il faut revenir en Guadeloupe. Donc elle s'est empressée de le faire. Je crois que lorsqu'elle est revenue début 1952 en Guadeloupe, je crois qu'il faudrait rechercher les Mornaliens. Je crois qu'elle a ouvert un petit cabinet à Mornalo. Je vous la vérifier cela. Et tout de suite après, pour des raisons probablement politiques, parce qu'il semblerait que ce soit le Parti communiste qui lui ait demandé d'ouvrir son cabinet à Basse-Terre. Au départ, après la fin de son stage en 1942, elle a ouvert son propre cabinet donc, à Pointe-à-Pitre, 50 rue de Nausière. Et elle est restée là jusqu'au moment où elle est partie comme députée en 1946. Au retour, il semblerait qu'elle ait ouvert d'abord un petit cabinet ici à Mornalo, il faudrait voir. Et ensuite, donc, elle va à Basse-Terre et c'est là où commence l'aventure bastérienne. À partir de 1952, elle est pleinement impliquée dans la vie politique à Basse-Terre et dans la vie professionnelle à Basse-Terre. Son cabinet, là où se trouve actuellement le musée Gerty Archimède, 25 rue Maurice Marie-Claire à Basse-Terre. Je ne sais pas si je parlerai complètement de Gerty et du Parti communiste guadeloupéen, mais en tout cas, je vais souligner quelques points qui me tiennent à cœur et qui se situent, si on veut, sur le versant politique de la vie de Gerty. Gerty, comme vous le savez, à Mornalo, découvre la politique au berceau au sein de sa famille. Enfant, elle a partagé l'angoisse de sa mère lors des élections tumultueuses de l'époque où son père et plusieurs autres ont été emprisonnés. Elle a partagé le vécu des simples gens, des travailleurs de la canne qui venaient acheter à la boutique familiale. Elle a vu son père, rude travailleur, assumer les responsabilités de maire de Mornalo avec tout ce que cela comportait de sacrifice. Tout en ayant une enfance heureuse au milieu des siens et à l'abri du besoin, grâce au travail opiniâtre de ses parents, elle a été une jeune fille qui a rencontré l'autorité imposante d'un père qui entendait coûte que coûte protéger sa fille des difficultés de la vie, qui ne voulait pas qu'elle aille faire des études qu'elle souhaitait, et encore moins se mêler de politique. Alors, qu'a fait Gerty face à ce veto paternel apparemment infranchissable? Elle voulait être avocate. Elle voulait exister par elle-même, par son travail, et ne pas être reconnue seulement comme la fille du maire. Alors, sans tapage, sans insolence, mais avec pugnacité et une extrême